adopté. Ces résultats me donnent une courte victoire. C'est le signe manifeste d'un bourrage d'urnes massif. Je renonce à la présidence de l'UMP. Alors un plan anti-fraude a été mis en place par l'équipe de l'ancien Premier ministre pour ne pas revivre ce cauchemar. Ce document, intitulé Mémento anti-fraude, a été mis à disposition des militants qui surveilleront les urnes pour François Fillon. Les triches y sont listées et le document donne des conseils précis pour les éviter. À midi, bon je vais déjeuner, hein. Interdiction de quitter l'urne des yeux. Si vous êtes un assesseur, vous devrez apporter votre sandwich. La raison, elle est écrite noir sur blanc. Tous les bourrages d'urnes se passaient à l'heure du déjeuner. Deuxième conseil, les clés de l'urne ne doivent pas être dans les mains d'une seule personne. Elles doivent être remises à 2 personnes qui soutiennent 2 candidats différents. Et ce n'est pas terminé. Au moment du dépouillement, l'équipe Fillon conseille de vérifier les ongles de tous les assesseurs. Certains pourraient y cacher des mines de crayon et, le mémo le précise, Dégrader certains bulletins de vote pour qu'ils soient déclarés nuls. en clair, des bulletins raturés qui seraient alors invalidés. En 2012, la défaite de François Fillon à la présidence de l'UMP s'était jouée à 952 voix. On comprend mieux le traumatisme. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous allons avoir une vaste perturbation qui va gagner la Bretagne et générer de forts vents ce soir. Nous aurons des rafales sur l'ouest du pays à 120 km/h près des côtes, 100 à l'intérieur des terres, notamment en Bretagne et sur le Cotentin, 60 sur l'île de France, et bien sûr tout cela accompagné de fortes pluies. Demain matin, on retrouve notre perturbation sur le nord-ouest du pays avec des rafales de vent 90, 100 sur les Hauts-de-France et l'île de France, 130 sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord. Le vent va mollir en après-midi mais continuera à souffler entre 70 et 100 km/h. La perturbation va s'étaler de l'Aquitaine au nord du pays. Puis regardez, sur le sud-est, on a la mise en place d'un épisode méditerranéen qui risque d'être assez long et durer jusqu'à jeudi. Les températures pour demain matin seront comprises entre 2 et 9 degrés sur la moitié nord, entre 4 et 10 degrés sur la moitié sud. Les températures de l'après-midi vont subir un coup de chaud à cause d'un flux de sud. On atteindra quasiment les 20 degrés sur le pied des Pyrénées. Donc on retrouve notre épisode de Cévenol le lundi avec des vents très soutenus sur la vallée du Rhône à 100 km/h, 90 sur la vallée de la Saône, et de fortes pluies sont attendues autour de la Méditerranée et partout ailleurs, de la grisaille et des averses. Pour mardi, baisse des températures, la perturbation se cale sur l'est du pays. Voyez que l'épisode Cévenol se poursuit avec des vents très soutenus entre 90 et 100 km/h, de la neige sur les Pyrénées. Mercredi, notre épisode se décale vers le Roussillon et va concerner avec la perturbation l'ouest du pays. Là aussi des pluies continues et de bonnes averses. L'est sera plutôt au sec. Nous terminons par un petit tour de l'Europe avec 1 degré à Moscou sous un ciel couvert, de la pluie à Madrid et 12 degrés. N'oubliez pas d'embrasser les Edmonds.
Alep, sous les bombes, la deuxième ville de Syrie fait l'objet d'un pilonnage intense depuis 5 jours par le régime. Les quartiers rebelles sont assiégés avec 250 000 civils qui manquent d'eau, de nourriture et désormais de soins. Tous les hôpitaux d'Alep-Est sont hors service. Haïti se prépare à voter au milieu des ruines. Le premier tour de la présidentielle et des législatives est organisé dans le pays ce dimanche. L'ONU appelle les citoyens haïtiens à dépasser leurs difficultés quotidiennes pour aller voter. Le scrutin avait été reporté une première fois en 2015, puis le mois dernier avec le passage de l'ouragan Matthew. Et puis un Français dans l'espace, Thomas Pesquet, est aux portes de la Station spatiale internationale. Après plus de 48 heures de voyage, la capsule Soyouz dans laquelle il se trouve s'est amarrée à l'ISS. C'est le début d'un séjour de 6 mois dans l'espace pour le 10e astronaute français. Bienvenue sur France 24. Bombardements aériens, largage de barils d'explosifs, tirs d'artillerie, combats au sol. Voilà le quotidien des 250 000 personnes qui vivent dans les quartiers est d'Alep. Une zone contrôlée par des groupes rebelles et que le régime syrien attaque sans relâche depuis 5 jours. Ses habitants survivent au milieu des ruines avec peu d'eau, très peu de nourriture et plus un seul hôpital. Ils sont désormais tous fermés ou détruits. Le point depuis Beyrouth avec notre correspondante dans la région, Marine Pradel. Depuis hier, on peut véritablement parler d'un déluge de frappes en tout genre, des frappes aériennes de l'aviation du régime. Pour l'instant, l'aviation russe se concentre, elle, sur la région d'Idlib, mais aussi des bombes barils, parfois remplies de chlorine, un gaz toxique, des bombes à sous-munitions, des obus d'artillerie, des missiles sol-sol, des mortiers et j'en passe. Les sources sur place nous disent en effet que depuis 2 ans, ils n'ont jamais vu une telle intensité. Aucun quartier n'est épargné. Les habitants sont terrés chez eux, les écoles sont évidemment fermées. Un centre des casques blancs, ces volontaires de la défense civile, a été complètement détruit, locaux et ambulances. À cela, il faut ajouter l'arme de la faim pour pousser les civils. Je vous rappelle qu'on estime à peu près à 250 000 le nombre d'habitants à Alep-Est. Et pour pousser les rebelles, qu'on estime à environ 8 000 à se rendre. Selon des informations qui sont encore à l'heure actuelle non vérifiées, l'armée du régime syrien et les milices chiites s'approcheraient de la ville en vue d'une offensive terrestre. Alors début septembre, le régime avait déjà tenté un assaut infructueux sur Alep-Est. Il semble qu'ils aient décidé de renouveler cette tentative en redoublant de violence. Aux États-Unis, le futur président Donald Trump poursuit ses consultations pour constituer son équipe à Washington. Dernière personnalité reçue ce samedi, Mitt Romney. L'homme ne vous est pas inconnu. Il était le candidat républicain à la présidentielle de 2012 face à Barack Obama. Beaucoup le présentent comme le futur secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères de Donald Trump. Après cette rencontre, ce dernier est resté bien mystérieux sur ses intentions. Écoutez. Nous avons eu une discussion très intéressante sur les différentes zones du monde où les États-Unis ont des intérêts très importants. Nous en avons discuté et nous avons échangé nos points de vue sur la question de manière très précise. J'apprécie ce geste de la part du président élu et j'ai hâte de voir la prochaine administration au travail. Et voilà donc le message ambigu de Mitt Romney. En tout cas, s'il est désigné, ce serait un message de Donald Trump, la désignation d'un homme plus consensuel que les dernières désignations dans son équipe. Le point avec notre correspondant à Washington, Gallagher Fenwick. À l'issue d'une rencontre qui aura duré quelques 90 minutes, l'ancien gouverneur du Massachusetts, Mitt Romney, n'a finalement pas dit grand-chose. Il laisse planer un doute quant à son éventuelle participation dans la future administration, celle du président élu Donald Trump, celle de l'ancien candidat représentant le Parti républicain que Mitt Romney n'a eu de cesse de dénoncer tout au long de cette campagne, disant de lui que c'est, et je le cite, un arnaqueur. Il a coulé de l'eau sous les ponts entre-temps et Mitt Romney semble peut-être lui avoir pardonné. Cela peut-être parce que Donald Trump lui propose un poste important, lui propose peut-être de jouer les premiers rôles, pourquoi pas un secrétariat d'État, puisque Mitt Romney dit que durant cette conversation avec Donald Trump, il a été question de la politique étrangère américaine et des intérêts américains un petit peu partout dans le monde. Ambiguïté donc dans les propos de Mitt Romney qui, encore une fois, ne confirme pas son éventuelle participation au gouvernement